Comment est-ce qu'on bâtit une culture d'entreprise, un environnement de travail où les employés sont vraiment heureux de venir travailler le matin? Et on parle pas juste d'avantages superficiels, hein? Exactement. Je parle pas d'installer une table de ping-pong ou d'offrir le café gratuit. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fondamental. C'est la question centrale, finalement. C'est la question qu'on explore aujourd'hui. Pour y répondre, on a plongé dans une pile de sources assez riches, Oui, des entrevues avec des entrepreneurs à succès comme Laurent Tapie ou Anthony Bourbon. des analyses aussi de chaînes YouTube spécialisées en affaires, des articles de fond. Oui, notre mission, c'est vraiment de distiller les stratégies concrètes qui font qu'on passe d'un lieu de travail qu'on endure à un lieu où on s'épanouit. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point toutes ces sources convergent. Créer un lieu de travail que les gens aiment, c'est pas une question de gadget. Ça repose sur des piliers solides. Des fondations. C'est ça, une vision claire et authentique, une équipe bâtie sur des valeurs partagées et un environnement qui, favorise autant le bien-être que la performance. On va explorer comment tout ça s'articule. Parfait. Alors, commençons par le commencement. L'identité. Une des idées qui ressort vraiment fort, c'est qu'une entreprise doit être le prolongement de ce que son fondateur est. On ne peut pas tricher. Exactement. Le mot-clé, c'est authenticité. Anthony Bourbon, par exemple, il a ce concept qu'il appelle sa brand platform. J'ai trouvé l'image très parlante. Elle est. Il explique qu'il a pris ses propres valeurs à lui, l'ambition, la résilience, la passion, ce qui le fait vibrer, et il les a fait ruisseler sur toute son entreprise. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne cherche pas le consensus. Il dit que ses valeurs doivent être clivantes. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Mais oui, parce qu'on pense qu'il faut plaire à tout le monde. C'est ça. Mais lui, c'est tout le contraire. Le but, c'est pas d'être tiède pour attirer le plus de gens possible, c'est d'être assez tranchant pour attirer passionnément ceux qui vibrent sur la même fréquence. Et tout aussi important, de repousser les autres. C'est un gain de temps pour tout le monde, dans le fond. Un gain de temps et d'énergie phénoménal. C'est un filtre naturel, en fait. On passe moins de temps à gérer des conflits de personnalité parce que tout le monde, dès le départ, rame dans la même direction. C'est ça. Ça rejoint un autre point sur l'importance de poser clairement son ambition. La fameuse question, qu'est-ce qu'on veut faire avec sa boîte? Et traduire ça en une mission concrète. Une des sources donnait un exemple d'une simplicité désarmante. Une mission, ça peut être dépanner nos clients en 24 heures et voir leur sourire. Tout d'un coup, le travail a un sens. Exactement. Ça dépasse la simple transaction. Et pour que ça marche, le leader doit l'incarner. Une analyse insistait beaucoup là-dessus. Faut pas essayer de jouer au requin si c'est pas dans ta nature. L'authenticité, c'est vraiment la pierre angulaire. D'accord, donc l'ADN est défini, c'est clair, c'est authentique. Mais une fois que cette vision est là, comment on s'assure que chaque nouvelle personne qui rejoint l'équipe non seulement y adhère, mais la renforce? On arrive au recrutement. Et là-dessus, toutes nos sources sont unanimes. C'est presque un mantra. L'alignement des valeurs et du mindset est bien plus important que les compétences techniques seules. C'est un grand changement de paradigme. Totalement. Anthony Bourbon le dit très directement. Il voit des gens super compétents, des CV impeccables. Mais s'il sent le moindre décalage avec les valeurs, sa réponse est simple, je les prends pas. Wow! Il est convaincu qu'ils seront excellents ailleurs, mais que chez lui, ce serait une erreur de casting pour tout le monde. C'est un engagement fort envers sa culture. Mais la question difficile, c'est comment on évalue ça en entrevue? C'est tellement moins tangible qu'un diplôme. J'ai beaucoup aimé l'analogie de Laurent Tapie sur les équipes de sport. Ah oui, elle est brillante. Il prend l'exemple du Paris Saint-Germain de l'époque, qui a empilé des talents individuels incroyables, Messi, Neymar, Mbappé, mais qui, dans le fond, a jamais vraiment créé un collectif invincible. C'était une addition de solistes, une collection de vedettes, pas une équipe. Précisément, et il oppose ça à une équipe peut-être moins spectaculaire sur papier, mais où les profils se complètent, le résultat collectif est souvent bien meilleur. Et une entreprise, c'est la même chose. Exactement la même chose. Il dit qu'il faut recruter en pensant à l'alchimie. Un fonceur n'a pas besoin d'un autre fonceur à côté de lui. Il a besoin de quelqu'un structuré, d'organisé. C'est cette complémentarité des personnalités qui crée la magie. Donc, en recrutement, il faut moins lire le CV et plus essayer de comprendre la personne. Ça rejoint cette idée de recruter des problem solvers, des solutionneurs de problèmes. Absolument. Dans une entreprise en croissance, c'est chaotique. Il y a toujours des imprévus. On a besoin de gens qui, face à un obstacle, cherchent une solution au lieu de paniquer. Et comment on teste ça? Les sources donnent des pistes. Oui, une suggestion très concrète, c'est de changer la prise de référence. Au lieu de demander
est-ce que la personne travaillait bien? Une question un peu plate. Très plate. Il faut poser des questions ciblées comme racontez-moi une fois où tout a dérapé sur un projet. Comment cette personne a réagi? Est-ce qu'elle a pris des choses en main? La réponse en dit beaucoup plus sur le mindset que n'importe quel test. OK, donc on a la bonne équipe, des gens alignés sur les valeurs, complémentaires, qui savent résoudre des problèmes. Mais même la meilleure équipe du monde peut s'épuiser si l'environnement n'est pas bon. C'est quoi les ingrédients d'un environnement qui nourrit la performance et le bien-être? C'est le troisième pilier et il a deux facettes, l'environnement physique et l'environnement psychologique. Commençons par le plus concret, le physique. L'emplacement des bureaux? Oui, un article analysait l'impact de l'implantation géographique. On pense souvent à l'emplacement pour les clients, mais on oublie son impact sur les employés. C'est vrai, on pense à la visibilité, mais moins au quotidien des gens. Pourtant, c'est un facteur de rétention majeur. L'article pose des questions très pratiques. Est-ce que c'est facile d'accès en transport en commun? Y a-t-il du stationnement? Et les commodités autour? Les restos, les parcs, les garderies. C'est ça. Être isolé au milieu de nulle part, ça peut nuire directement au bien-être des salariés et les pousser à chercher ailleurs. Ça semble tellement évident, mais c'est fou le nombre d'entreprises qui négligent ça. Et au-delà des murs, il y a l'espace psychologique, la culture de communication. Fondamental, une des entrevues parlait de l'importance de briser les murs entre la direction et les employés. Il faut sortir de la culture formelle du costard-cravate, de la communication juste du haut vers le bas. Il faut que l'information circule dans les deux sens. Absolument. Il faut créer des canaux pour que les employés puissent donner leur avis. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Leur perspective est une mine d'or. Et ça renforce énormément le sentiment d'appartenance. Se sentir écouté, c'est la base. J'ai aussi trouvé très pertinente la notion de gestion du rythme pour éviter l'épuisement. Ah oui, le concept des temps forts et des temps faibles. C'est tellement plus sain comme vision. Tellement. L'idée, c'est qu'on ne peut pas demander à une équipe d'être à 110 365 jours par an. C'est la recette pour le burn-out. C'est pas durable. Non. Une gestion plus intelligente, c'est de créer des cycles. Comme l'euphorie de décembre dans le commerce, un gros sprint qui doit absolument être suivi d'une période plus calme en janvier. Faut laisser les équipes recharger leur batterie. Et au cœur de tout ça, il y a un levier simple, mais souvent oublié, la reconnaissance. Crucial. Une des sources le dit très directement. Quand l'entreprise performe, il faut que ça se traduise par des augmentations pour les employés, même modestes. Ça envoie un message puissant. Beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Ça dit on a réussi ensemble et vous avez votre juste part du succès. C'est ça qui bâtit la loyauté. Ce qui me frappe, c'est que pour que les gens se sentent bien et créatifs, on dirait qu'il faut un cadre très clair. Ça m'amène à un paradoxe. Pour libérer les humains, il faut structurer le travail. On arrive au quatrième pilier, les systèmes. Ça sonne un peu rigide, non? Ça peut sonner rigide et c'est là toute la nuance. C'est la philosophie derrière l'adage travailler sur son entreprise et non seulement dans son entreprise. C'est-à-dire? Le but, c'est de bâtir une machine qui fonctionne de manière fluide. Une machine qui ne dépend pas de la présence constante du fondateur. Pour ça, il faut que l'entreprise dépende de ses systèmes, pas juste des personnes. On pense au modèle de la franchise, genre McDonald's, où tout est documenté. C'est exactement cette idée. Laurent Tapé donne un exemple frappant. Dans une société de rachat de crédit, il a observé les meilleurs vendeurs. Il a analysé leurs méthodes, les mots qu'ils utilisaient, comment ils répondaient aux objections. OK. Puis, il a formalisé tout ça dans un script téléphonique. Au début, ça sonne un peu comme du micromanagement, là. On imagine les gens se sentir comme des robots. C'est la réaction instinctive qu'on pourra avoir, mais le résultat est sans appel. Le taux de conversion a doublé. Le système n'a pas étouffé les gens. Au contraire. Comment ça? Il a donné aux vendeurs moyens les outils des meilleurs. Il a élevé la performance de tout le monde. Le système fournit un cadre, ce qui libère l'employé de l'incertitude et lui permet de se concentrer sur l'interaction. Donc le cadre, paradoxalement, peut créer de l'autonomie. C'est là que la distinction entre management transactionnel et leadership transformationnel prend tout son sens. Précisément. Le management transactionnel, c'est dire « James, tu dois faire plus d'appels ». On dicte la tâche. C'est du micromanagement. Exact. Le leadership transformationnel, c'est de dire « Jacques, ton objectif, c'est de faire 100 000 $ de chiffre d'affaires ce trimestre. Voici les outils, voici les méthodes qui marchent. Comment tu comptes t'y prendre? » On donne un quoi clair, mais on laisse la créativité sur le comment. C'est ça. On responsabilise, on engage et c'est beaucoup plus efficace. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point ces 4 piliers sont interdépendants. Est-ce qu'on peut réussir en étant excellent sur les systèmes mais faible sur la vision, par exemple? Je pense que non.
C'est un tabouret à 4 pattes. Si une patte est plus courte ou cassée, le tout est instable. Une vision forte, sans les bonnes personnes, ça reste une utopie. Une équipe de rêve dans un environnement toxique va se désintégrer. Et une super équipe dans un bon environnement, mais sans système clair, va s'épuiser dans le chaos. Tout doit être construit en harmonie. C'est une excellente image. Pour résumer ce qu'on a exploré, on a donc ces 4 piliers. Premièrement, une vision authentique des valeurs claires. Deuxièmement, une équipe recrutée pour son alignement avec ses valeurs. Et sa complémentarité. Oui. Troisièmement, un environnement physique et psychologique qui soutient le bien-être. Et enfin, quatrièmement, des systèmes robustes qui créent de la clarté et permettent une véritable autonomie. C'est une synthèse parfaite. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui me chicote. Toutes nos sources, avec raison, valorisent énormément la création d'une culture forte, cohérente. On parle de valeurs clivantes, de filtrer les gens. C'est une stratégie puissante pour la cohésion. C'est ça. Mais quel est le risque de trop bien réussir? En cherchant cet alignement parfait, en bâtissant cette machine parfaitement huilée où tout le monde pense pareil, est-ce qu'on risque pas de créer une chambre d'écho? Une armée de clones culturels. Exactement. Et par conséquent, d'étouffer la diversité de pensée, le désaccord constructif, cette petite friction qui est si souvent à l'origine de l'innovation. La question reste ouverte. Comment un leader trouve-t-il l'équilibre fragile entre la cohésion qui est nécessaire pour avancer vite et la dissonance qui est indispensable pour inventer le futur?